Bien, bonjour, moi je suis Cédric Cavella, je suis le directeur de tous les projets Grand Paris pour le compte de la SNCF et donc notamment les sujets d'interconnexion avec le réseau existant. Et donc je vais commencer par avouer que je déteste la mécanique des sols. Parce qu'en tant que maître d'ouvrage, il va falloir provoquer un peu là, après le repas. En tant que maître d'ouvrage, la mécanique des sols, c'est extrêmement porteur de risque. Et s'il y a un risque qui remonte systématiquement au maître d'ouvrage, c'est bien les sujets qui sont relatifs au sol. Donc c'est quelque chose sur lequel on est extrêmement attentif et regardant. Je vais articuler mon propos autour de deux dimensions qui ont été évoquées. La première, c'est celle de gestionnaire de réseau, puisque en tant que SNCF Réseau, j'ai tous les sujets relatifs au réseau, et notamment les sujets relatifs au réseau du Grand Paris, de la Société du Grand Paris, et ensuite en tant que maître d'ouvrage, puisqu'on réalise nous-mêmes un bon nombre d'interconnexions. Alors, premier point, ce que je voulais dire, c'était que certaines choses ont un coût mais n'ont pas de prix. Ça paraît un peu bizarre ou paradoxal, mais en fait, il faut bien se rendre compte que parfois, les impacts de certains travaux sont tels que finalement ils sont inacceptables. Même si on sait les valoriser, même si à la limite on saurait les payer, c'est inacceptable pour nous, exploitants ferroviaires. Et je vais donner quelques points clés de ça. C'est pour faire ces travaux, il y a des impacts souvent sur la vitesse de ligne, c'est ce qu'on appelle les limitations temporaires de vitesse, et des impacts sur la circulation des lignes elles-mêmes, c'est ce qu'on appelle les interruptions de ces circulations, ou alors à l'occasion d'incidents. Et également un deuxième volet d'impact, c'est l'impact sur les ouvrages eux-mêmes et leur durabilité, puisqu'il y a des interventions sur les ouvrages existants. Et ces dimensions peuvent amènent des contraintes différentes et complémentaires qui peuvent remettre en cause radicalement les projets ferroviaires. Je vais vous donner deux petits exemples un peu simples. Le premier, c'est le passage des tunneliers sous le grand faisceau de voie de ce qu'on appelle le faisceau de Gare du Nord. À l'occasion du Grand Paris Express, il y a la grande gare de Pleyel qui va être le point de convergence de plusieurs lignes, la 14 Nord, la 17, la 16, la 15. Et sous notre grand faisceau de voie qui voit passer les TGV, les TER, les trains de la ligne H et de la ligne D, donc des centaines de milliers de voyageurs par jour, eh bien, on va avoir 3 tunneliers qui vont passer. Et ces 3 tunneliers, ils vont atténuer la circulation, le débit en sortie de Gare du Nord. Alors ça tombe bien, tout s'arrête à Gare du Nord. Donc finalement, l'atténuation du débit, elle n'est pas si grave que ça. Par contre, un point de détail qui paraît anecdotique, ça va passer sous l'atelier, un grand atelier du Landy, qui fait l'entretien des rames TGV et des rames TER. Et ça passe sous des tours en fosse, c'est des ouvrages vraiment bétonnés, mais malheureusement qui datent des années 50-60. Et ces tours en fosse sont clés pour faire la maintenance de ces rames-là. Et à un moment donné, on s'est posé la question de pouvoir laisser passer les tunneliers sous ces petits ouvrages-là. Ça pouvait passer tout le reste, mais passer tours en fosse. Donc on les a instrumentés et le fait de les instrumenter, alors on s'est posé d'abord la question, est-ce qu'on peut passer et est-ce qu'on a des plans B pour remettre en état ces tours en fosse si on observait que les tassements étaient trop importants ou qu'il y avait des dégradations de ces tours en fosse. Et ça, on a pu faire cette analyse technique et se dire, ok, on a des plans B, donc on peut permettre. Et ensuite, on les a instrumentés et surtout, on l'a fait avant le passage des tunneliers, parce que pour le coup, on pouvait bloquer tous les passages des tunneliers. Par conséquent, l'ensemble du planning directeur de la Société du Grand Paris par rapport à ces instrumentations. Donc, vous voyez, parfois, c'est juste des détails, des grains de sable qui peuvent tout bloquer. Autre point, c'est, comme je le disais, les limitations temporelles de vitesse notamment. On a des sujets de masse monumentale de travaux sur le réseau Île-de-France. Donc là, j'ai ressorti une carte qui date, puisqu'elle date de 2017, aujourd'hui c'est encore bien pire, et qui illustre la masse de travaux. Et ces travaux-là, eux aussi, ils génèrent des ralentissements.
Et ce qui fait que parfois, c'est un cumul de travaux qui font que le dernier, il est plus acceptable, ou alors le deuxième, qui on veut, quoi. Et ça fait partie des points qui doivent être examinés le plus tôt possible, de façon à vérifier que l'ensemble de ces éléments-là restent encore acceptables pour l'exploitant ferroviaire. Ça peut amener à décaler complètement le planning des travaux du Grand Paris ou de nous-mêmes. Autre point spécifique de l'Île-de-France, c'est le fait qu'aujourd'hui, en Île-de-France, on est en fonctionnement de ce qu'on appelle le mass transit, c'est-à-dire le transport de masse de voyageurs, car on a des volumes juste absolument extraordinaires, et c'est ce qui conduit à un objectif de zéro défaut. Et je l'explique juste après. En Île-de-France, on concentre 70% des voyageurs nationaux, des voyages nationaux par le train. Donc 3,3 millions de déplacements par jour en Île-de-France. C'est sur les lignes existantes, donc d'Île-de-France, c'est 40% de l'ensemble des circulations ferroviaires, alors qu'on ne représente que 10% du linéaire. Ça veut dire que les lignes voient se succéder, vous le vivez, les trains les uns derrière les autres. Et chacun de ces trains emporte en moyenne 1000 personnes. C'est-à-dire le train il est à peu près complet, sauf qu'on considère un double, mais le train est complet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le moindre défaut sur un train a des répercussions en cascade sur ceux qui se suivent et impacte un nombre de voyageurs monumental. Et c'est ça qui fait que pour nous, SNCF, c'est juste insupportable d'avoir un événement qui ne soit pas anticipé, qui ne soit pas prévu, qui ne soit pas carrément défini dans sa grille horaire. C'est ce qu'on traduit en travers de SNCF a lancé le plan zéro LTV. Ça ne veut pas dire que les travaux n'ont plus de LTV, non. Ça veut dire qu'on les définit suffisamment tôt pour les mettre dans les grilles horaires. Et donc ça nécessite de fait d'avoir une planification très en amont de ces travaux-là. Et là-dessus, c'est des processus très stricts qui s'imposent à tous ceux qui ont des travaux aux abords des voies ferrées. Donc ça, c'est je ne vais pas y passer beaucoup de temps parce que sinon, ce n'est pas l'objectif de la présentation. Mais c'est pour dire qu'à 3 ans, on doit absolument définir les travaux, on doit définir et négocier leur impact, et de façon à ce qu'au bout de A-2, c'est-à-dire par rapport à la date où ils vont se produire, eh bien, on puisse le mettre dans le service de train. Et de A-2 à A-1, c'est la construction horaire détaillée, et tous les trains sont bâtis sur la base des travaux tels qu'ils avaient été prévus. Ce qui fait qu'une des conséquences, c'est que c'est extrêmement exigeant vis-à-vis des maîtres d'ouvrage tiers. Et aujourd'hui, on a un vrai problème avec la Société du Grand Paris, mais parce que c'est un projet d'envergure et un projet compliqué, c'est que tout ce qui avait été préannoncé en matière de travaux, tout est décalé. Parce que vous avez des marchés qui sont attribués trop tard, parce qu'on a essayé de les négocier un peu mieux, parce que finalement l'atelier de Parois-Monier ne s'est pas passé comme on souhaitait, on a eu des problèmes de sous-sol, parce que X, parce que Y. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on a un minimum de 6 mois, parfois 1 an de décalage par rapport au LTV. Et ça, c'est des sujets majeurs de risque pour le maître d'ouvrage, ses maîtres d'œuvre et ses entreprises. Donc, par rapport à ça, nous, on accompagne bien sûr la Société du Grand Paris et la RATP et autres maîtres d'ouvrage pour rentrer dans ce dispositif, parce que c'est spécifique ferroviaire, ils ont du mal à le découvrir. On fait plus que les accompagner, puisque parfois on va au-delà des normes telles qu'elles sont prévues. On travaille sur l'aménagement de ces normes par rapport aux travaux, puisqu'on a fait des dérogations spécifiques pour le Grand Paris, du fait que les tunneliers étaient profonds et généraient des tassements relativement faibles, et donc on a pris en compte dans notre maintenance ferroviaire ce sujet-là. Par contre, nous, en contrepartie, bien que les accompagnements, on attend et on exige du maître d'ouvrage et de ses maîtres d'œuvre de faire la démonstration. Ils vont chercher les méthodes les moins impactantes possibles et qu'ils continuent à maîtriser leurs risques. Et on est bien sur l'approche de maîtrise du risque et maîtrise des scénarios dégradés si ces scénarios devaient se produire. Juste un petit rappel, c'est les principes de gestion patrimoniale, ça s'appuie sur de la surveillance, de la maintenance prédictive, corrective, et bien sûr de la rénovation. Et derrière ça, c'est nous ce qu'on utilise pour accompagner la Société du Grand Paris,
c'est un peu tous ces volets. Quand je disais on a pu sortir du cadre réglementaire interne pour ces passages du tonnelier, initialement c'était pas acceptable sur le réseau ferroviaire. Et puis on en est sorti parce qu'on s'est dit on peut éviter certaines interventions moyennant une intervention anticipée, la maintenance préventive, et moyennant de la surveillance permanente et moyennant un dispositif d'astreinte. Voilà, on a utilisé l'ensemble de ces leviers pour aller chercher une solution. Et de la même façon, on attend ça, je le redis, des maîtres d'œuvre, des entreprises, voire de nos partenaires, pour qu'ils soient force de proposition sur l'ensemble de ces leviers et au moins sur leur levier d'instrumentation. Aujourd'hui, on a un vrai sujet sur la qualité et la fiabilité de l'instrumentation des voies ferrées ou des ouvrages et leur interprétation derrière. Donc ça, c'était le premier volet, le volet je suis gestionnaire de réseau et qu'est-ce que ça me fait la maintenance des sols et notamment ceux des grands projets d'autres. Et moi, en tant que maître d'ouvrage, bon, je vais éviter de répéter ce qui a été dit 2 fois ce matin, les objectifs d'un projet, un programme coût délai, bien entendu, la sécurité de l'opération avant tout, mais quels sont mes moyens par rapport à ça pour obtenir ces résultats? Alors bien sûr, j'ai mon choix d'organisation, la loi MOP, des conceptions-réalisations, des PPP. J'ai des mécanismes d'allotissement qui peuvent me permettre de couvrir certains risques, en tout cas répartir les responsabilités des uns et des autres. Et j'ai bien sûr une mise en place d'AMO. On entendait parfois de son second regard, mais là c'est plus une question d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et par rapport à tout ça, il y a des processus de pilotage, de management des risques, à nouveau, management de la sécurité. Et puis, un élément clé, c'est le choix des acteurs et leurs compétences requises. Ça m'appartient et on essaye de qualifier le mieux possible le professionnalisme, chacun dans leur domaine. Et quelles sont mes attentes? Là, je vais me permettre de réinsister, c'est pour tous, qu'il s'agisse des bureaux d'études ou qu'il s'agisse des entreprises, j'attends une meilleure maîtrise des risques. Aujourd'hui, je trouve qu'on se concentre trop sur une conception donnée, parce que ça coûte moins cher évidemment, que d'imaginer plusieurs scénarios. On se concentre trop sur la solution qui coûtera moins cher au moment de l'appel d'offres, mais on met pas assez de valeur dans l'étude comme dans les offres sur de quelle manière mon offre améliore la maîtrise de risque pour vous, maître d'ouvrage in fine. Ça, je pense que certains l'ont compris, pas encore suffisamment, en tout cas c'est un message que je passe. Autre point commun d'attente et de développement à venir, c'est la compréhension du domaine ferroviaire exploité. Moi, en tant que maître d'ouvrage, bien sûr, j'ai besoin de gens qui savent, qui comprennent quelles sont les difficultés pour intervenir. Et ça veut dire qu'il faut savoir un peu comment ça se passe, le fait que sur le réseau exploité, bien souvent, on n'a qu'une heure pour travailler, de nuit, qu'une heure effective, ça veut dire qu'il faut être hyper efficace avant et après pour amener le matériel, le retirer. Ça veut dire qu'il faut avoir une idée des contraintes d'exploitation ferroviaire, c'est-à-dire qu'il faut rendre un quai propre pour les voyageurs du lendemain qui vont prendre le quai, et puis en bonne sécurité, c'est pas avec des palissades qui se couchent sur les voyageurs et qui les emmènent sur la voie. Donc tout ça, ça fait partie de la compréhension du domaine ferroviaire. C'est ça qui fera que on gardera le maître d'œuvre ou le bureau d'études compétent. Et ça joue de façon radicale sur les solutions. Et puis bien sûr, le plus possible d'innovation dans les domaines qu'on a évoqués ce matin. Quelques attentes spécifiques pour les BET au sens large. Je dirais bien sûr de l'expertise. Ça, c'est un vrai sujet parce que malheureusement, et je l'ai évoqué tout à l'heure, la mécanique des sols, c'est de l'aléa. Et là-dessus, il faut savoir très rapidement réagir, il faut savoir très rapidement apporter des solutions, très rapidement analyser des phénomènes qui se passent et qu'on a du mal à comprendre. Et ça, pour ça, on a besoin des meilleures expertises disponibles dans les sociétés qu'on appelle. Forcément une meilleure connaissance de la géotechnique parisienne, même si je pense qu'elle est assez bien connue aujourd'hui. Un vrai suivi effectif des reconnaissances et des travaux. Les missions G2 sont parfois mal exécutées
Et finalement, le bureau d'études est amené à exploiter des données qui n'ont un peu ni queue ni tête, parce qu'il n'y a personne qui s'est déplacé déjà pour vérifier un peu l'état des outils pour sortir les carottes ou faire les différents essais. Et ça fait partie des points qui sont clairement attendus de ma part. Une réactivité sur les analyses, parce que, comme je disais tout à l'heure, on a prévu des ITC à 5 ans, des LTV à 3 ans, et ça, on ne peut pas les changer, quoi. Et si on a un événement, il faut trouver une solution rapidement, sinon on passera dans 3 ans. Et ça passe pas. Et donc, je le disais, une meilleure qualité moyenne d'émission G2. Et puis enfin, spécifiquement pour les entreprises de travaux, davantage développer les approches de maîtrise des risques, mais j'en ai parlé un peu. Juste une petite présentation rapide, pas d'une opération qu'on a eue, mais je l'ai prise parce qu'on a eu un petit événement géotechnique lié à cette opération. Il s'agit, c'était pour l'interconnexion des Ardoines, de faire un passage souterrain qui était préfabriqué dans la boîte du Grand Paris pour être poussé, c'est le positionnement du futur passage souterrain, sous les voies, sous les 4 voies du RERC, presque à l'entrée d'Austerlitz. Et donc ça, on avait un très grand week-end pour faire ça. On utilisait une enceinte étanche avec des pales planches qu'on avait installées tout au long du positionnement futur, et tout allait bien, normalement, un petit débit de fuite de 50 mètres cubes pour faire l'opération. Donc là, on voit, là c'est une première photo de l'enceinte qui était quand même assez conséquente. Les 4 voies du RER où ça circule de façon très constante et rapide, et donc là, c'était absolument essentiel d'être au rendez-vous. Et ce qui s'est passé, c'est que le jour J, 3 mois avant, on s'est rendu compte que finalement, au lieu de 50 mètres cubes de débit, on avait des fuites permanentes. C'est-à-dire au lieu de descendre à 26 mètres de côte, on restait avec 50 à 30 mètres. Et puis au fur et à mesure, on augmentait le débit, et puis ça ne descendait toujours pas. On arrivait à 250 mètres cubes. On puisait la Seine au lieu de puiser notre petit espace, et on se demandait comment on allait faire. Donc là, on a été obligé de mener en toute urgence parce que le week-end arrivait et il n'y avait pas le choix de le faire là, sinon c'était Grand Paris qui ne faisait pas sa gare. Et donc ça a nécessité énormément d'expertise sur le sujet pour faire des modélisations rapidement, pour se poser la question de la fiabilité des modèles et est-ce que les solutions qu'on avait étaient bonnes. De l'instrumentation en direct avec des puits difficiles à faire en réseau exploité de façon à vérifier que la voie gardait sa géométrie quand même, parce qu'on avait des risques de sécurité des circulations. Et pour finir, prendre le pari, mais pari mesuré, avec des tas d'analyses de risques, pour faire le chantier. Et on a réussi à le faire, et il s'est bien déroulé lors du week-end de Pentecôte de l'année dernière. Et ça illustre, si vous voulez, l'importance des méthodes, l'importance de l'expertise, et malheureusement à quel point on est soumis au risque géotechnique, même quand on pense que là, il n'y avait pas grand-chose comme espace, et pourtant on a une lentille d'eau qui est arrivée et on ne savait pas. Juste pour synthétiser, mais je l'ai déjà dit dans mon propos avant, quels sont les enjeux selon moi pour la profession? C'est d'abord de fiabiliser les investigations, d'être plus performant là-dedans, fiabiliser les méthodes de conception avec des modèles plus avancés, mais ce que j'ai vu ce matin était assez intéressant de ce point de vue-là, et des approches plus variées sur des analyses de risque et aussi sur différents scénarios, et y compris des scénarios de secours si ça se passe mal. Donc ça, on a besoin de faire converger les méthodes. Développer des moyens de surveillance plus fiables, ça c'est un vrai point clé, parce que nous, on est responsable de la géométrie en permanence des voies ferrées, et aujourd'hui on a parfois des difficultés sur la qualité de l'enregistrement, et ça c'est un point clé, et dès lors qu'on améliorera ce sujet-là, on sera plus en confort pour aussi s'autoriser un certain nombre de travaux. Et puis bien sûr, innover encore et toujours, et pour finir, mieux connaître les contraintes du ferroviaire. Pour ça, il faut y travailler. Merci.